Bonjour à tous et bienvenue Bonjour. dans notre podcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon très cher binôme, Nicolas Lemaire. Hello. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un profil très, très atypique. Déjà, à l'âge de 18 ans, il avait déjà été 2 fois champion de France de judo et il a été aussi Mister France. Est-ce que vous pouvez accueillir avec moi Eloy Péché? Bienvenue, Eloy. Bienvenue Eloy. Merci beaucoup, bon dia. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter? Alors du coup, moi c'est Eloy, donc j'ai 27 ans. Actuellement, je suis le directeur de Sunny Management, une boîte de marketing digital. Aujourd'hui, on représente plus de 30 talents en exclusivité. Donc on fait l'intermédiaire entre les influenceurs et les marques sur les réseaux sociaux. Puis on a une autre partie, on gère les réseaux sociaux de pas mal de marques, hôtels, restaurants, etc. Ouais. Donc du community management. D'accord. D'accord. Et ça fait depuis combien de temps alors que tu fais ça? Alors, j'ai monté Sunny Management à 22 ans pour vous faire la petite histoire. Donc, moi, de mes 13 ans à mes 18-19 ans, j'étais sportif de haut niveau dans le judo. Donc, ce qui m'a apporté une certaine discipline. Donc, j'ai gagné la Coupe de France à 14 ans, puis à 19 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de mes 18 ans, je voyais tous mes potes commencer à gagner un petit peu d'argent. Et moi, le judo, en fait, c'est pas un sport qui rémunère, sauf si vraiment tu es le champion olympique, Évidemment. tu as un bon marketing derrière toi. Là, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à gagner un petit peu ta vie. Mais moi, à 18-19 ans, j'avais peut-être une bourse de 300 €. J'étais focus judo. Le matin, je m'entraînais. Le soir, je m'entraînais. Et en fait, derrière, je commençais à avoir certains besoins financiers. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un pote à moi qui était dans le mannequinat, qui était un judoka, qui s'est lancé dans le mannequinat, qui m'a dit écoute, Eloy, lance-toi dans le mannequinat. Parce qu'il y a peut-être un peu de sous à faire. En 2-3 heures de shooting, tu peux peut-être gagner ce que tu gagnes en un mois en t'entraînant. Alors évidemment, je faisais le judo par passion, sauf qu'au bout d'un moment, j'avais certains besoins. Moi, de base, j'étais anti-mannequinat, etc. Parce que pour moi, c'était un truc, ça représentait pas du tout mon côté dur du judo que j'avais. J'avais certaines limites un petit peu. J'étais pas assez ouvert un petit peu socialement à ce genre d'activité. Et finalement, je me suis lancé là-dedans. J'ai pris du plaisir, donc ça j'avais 18 ans, j'ai pris du plaisir et ensuite il y a une personne justement qui m'a contacté pour faire le concours Mister France, donc qui est beaucoup moins connu que le concours Miss France. Du coup j'ai fait ce concours-là, j'ai gagné Mister Île-de-France en 2018, en 2016, puis en 2017, à 19 ans, je gagne le concours Mister France. Wow. Donc ça a été... Donc ça t'a ouvert des portes? Et ça, en fait, ça m'a ouvert des portes. Alors, c'est pas aussi connu que Miss France, mais ça a permis justement de rencontrer du monde un petit peu, de faire quelques plateaux télé, de commencer à poser pour des petites marques et moi-même d'avoir du monde sur mes réseaux sociaux. Et en fait, à partir de là, à partir de ces personnes que j'avais sur les réseaux sociaux, c'était le début des partenariats un petit peu sur Instagram. Et donc, j'ai eu quelques marques qui se sont approchées de moi, qui ont commencé à me proposer des partenariats. J'ai compris un peu le business model du marketing d'influence sur les réseaux sociaux. Et en fait, grâce au réseau que je m'étais fait avec Mister France, donc quelques influenceurs que je connaissais, j'ai commencé à démultiplier. C'est-à-dire que dès que je recevais un mail pour moi, je disais à la marque, mais écoutez, si vous me souhaitez pour que je fasse un post sur mes réseaux sociaux pour 200 €, moi, j'ai pas forcément la meilleure image. J'avoue que j'ai D'accord. pas une image incroyable. Je faisais un peu le beau gosse sur les réseaux sociaux, c'est tout. Et en fait, je me suis dit, mais si vous voulez, prenez cet ami, cet ami et cet ami. Ouais, Et tu faisais de la mise en relation. Exactement, je faisais de la mise en relation. Et du coup, je disais à la marque, c'est aussi 200 €. Sauf que je filais 100, 150 € à mon pote. Il choisissait un article, il faisait sa publicité. Et derrière, je gagnais une commission. Donc ça, j'avais 19 ans. J'ai compris le business model à ce moment-là. Ensuite, j'ai bossé pour une agence quelques mois. Et ensuite, à mes 22 ans, j'ai décidé de créer Sunny Management. Aujourd'hui, ça fait 5 ans et demi, justement, qu'on fait partie des leaders dans le marketing d'influence. Donc là, ça vend un peu, ça vend du rêve, c'est un peu la vie rêvée. Mais j'imagine que ça n'a pas été forcément si simple. Tu as créé cette structure, cette entreprise. C'est parti direct ou tu as rencontré quand même des obstacles? Alors, j'ai rencontré énormément d'obstacles, justement. En fait, moi, ma première peur, c'est qu'en fait, je ne savais pas comment créer une société. La première société que j'ai créée, c'était une auto-entreprise.
Une auto-entreprise, c'est facile, c'est gratuit à créer. C'est important de le rappeler parce Bien qu'il y a sûr. plein de gens qui pensent que créer une auto-entreprise, c'est payant. C'est gratuit. C'est super simple à gérer ces déclarations. C'est tous les mois sur un petit site, on rentre. Donc, dans un premier temps, moi, j'avais une auto-entreprise où je faisais mes petites prestations de mannequinat. Donc ça, pour moi, c'était facile. Mais ensuite, quand j'ai voulu créer ma société, c'est là où, en fait, j'avais 22 ans, j'étais en études d'économie et gestion à ce moment-là, j'avais arrêté le sport de haut niveau. Mister France, c'était déjà fini depuis un moment, donc je ne surfais plus sur la vague. Donc je me suis dit, bon, il faut que je me serve de ce réseau-là un petit peu pour faire quelque chose. Et j'avais déjà eu quelques expériences, justement. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais comment je crée une société ? Moi, quelle est ma crédibilité pour pouvoir créer une société à 22 ans ? Moi, ensuite, mes parents derrière moi, surtout mon père, mes grands frères ont tous fait des grosses études. Et mon père qui me disait, mais attends, qu'est-ce que tu vas faire un truc de baltringue là sur les réseaux sociaux, etc. Un truc d'influenceur, ça fait peur, et on sait. Hein. Ouais, Je bien pense qu'il y a entendu. 10 ans, Non, c'était mais c'est encore moins reconnu parce qu'aujourd'hui, Beaucoup moins. Et surtout, moi, mon père qui a aujourd'hui 65 ans, ils n'ont pas cette vision-là des Mais réseaux sociaux. C'est du monde surtout des artistique. idées reçues. Il y a eu Ouais. beaucoup d'idées reçues. Tu en Beaucoup. entends sûrement même encore aujourd'hui. Mais bien Mais sûr. quand tu as commencé, c'était encore pire. Bien Parce qu'on sûr. disait, mais ouais, c'est super sympa, mais à quoi ça sert Pas l'avenir, Comment ça va me ouais. servir Et exactement. Donc ça a été la première difficulté, ça a été un peu le regard des autres en se disant, mais attends, j'ai 22 ans, quelle est ma crédibilité, moi, pour créer une société ? Ça a été la première chose. Mais en réalité, j'avais déjà eu une expérience sur ça parce que moi-même, quand je faisais du judo, je devais avoir une grosse discipline. C'est-à-dire que je ne pouvais pas boire d'alcool alors qu'à 16-17 ans, c'est là où les personnes commencent à sortir en soirée et tout ça. Moi, j'avais une discipline, donc je savais déjà dire non. Et je m'en foutais un petit peu de ce que les gens pensaient de moi parce que j'avais un objectif en tête, c'était d'être champion olympique à la base. Et finalement, déjà, ça a été un premier échec. Mais en fait, en courant vers cet objectif, j'ai eu d'autres opportunités qui sont arrivées, notamment Mister France. Et en fait, j'ai été au bout de cet objectif Mister France qui ensuite m'a ramené à autre chose. Donc aujourd'hui, ma médaille olympique, en quelque sorte, c'est ma société que j'ai créée aujourd'hui. Donc voilà, donc ça a été, pour revenir aux difficultés, ça a été une question d'image. Et ensuite, ça a été comment je fais. Parce que moi, je ne me considère pas comme quelqu'un avec une énorme culture, comme quelqu'un de super, super intelligent. Je pense que j'ai une grande intelligence humaine et que je suis un travailleur, mais je n'ai pas cette facilité intellectuelle que certaines personnes pourraient avoir. On entend d'ailleurs, Ouais. c'est souvent, on entend les que la entrepreneurs, réussite, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais finalement, les gens qui réussissent le plus sont souvent moins intelligents que la moyenne. Après, En tout cas, c'est pas une vérité absolue ouais. de dire l'intelligence, c'est source de réussite. C'est pas comme ça que ça Après, marche. Qu'est-ce qu'on veut dire par intelligence ? Moi, je pense que la vraie intelligence, c'est l'ingéniosité. On pense souvent qu'être intelligent, c'est être cultivé. C'est différent. Quelqu'un d'ingénieux, je pense que c'est cette personne-là qui va créer à partir de rien quelque chose et savoir continuer à faire croître. Pour toi, c'est quoi le truc qui a fait que là où tout le monde voyait peut-être qu'il y a eu d'autres Mister France ou autres, ils ont juste vu, ah ouais, elle a un peu d'argent. Et toi, derrière, tu as développé un système. Enfin, c'est quoi la différence ou le truc qui fait que, tu penses ? En fait, moi, j'ai vraiment décidé de me lancer. J'ai commencé à voir que j'avais un business en main déjà quand j'étais un peu Mister France. J'ai vu un écosystème qui était intéressant et je me suis dit, purée, si moi, j'arrivais à gagner 1 500 € par mois en faisant des collaborations et j'ai conscience, une chose que c'est que j'ai conscience de qui je suis. Je voyais mes réseaux sociaux, je savais que j'avais pas les plus beaux réseaux sociaux, je savais que je faisais un petit peu le kéké sur les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité, mais c'était pas suffisant. Je me disais, si moi-même j'étais une marque, j'aurais pas forcément envie de travailler avec lui. Et donc en fait, je me suis dit, si moi j'arrive à gagner 1 500 € par mois, tel influenceur, il doit en gagner peut-être 10 000 et tel influenceur doit en gagner peut-être 50 000 par mois. Il faut que je trouve un moyen d'accompagner ces personnes parce que je sais que j'ai la faculté de pouvoir accompagner ces gens. Je l'ai vu pour moi-même où est-ce que j'ai réussi à me monter, à avoir mes collaborations à seulement 19, 20 ans, etc. Je me suis dit, purée, ce milieu n'est pas encore suffisamment structuré. Il faut que je trouve un moyen de le structurer. Ça existait certaines agences, mais ce n'était pas encore très, très structuré. Et donc, c'est là où j'ai décidé de commencer à accompagner un pote à moi. J'ai vu qu'il y avait du business. J'ai compris un peu le business model. Je me suis dit, bon, là, j'ai une opportunité. Mais tant que je n'ai pas commencé à me sortir au moins 3 000 € de bénéfices par mois, je continuais mes études de l'autre côté. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout pour dire « Ah oui, non, les études, ça ne sert à rien, etc. » Je pense qu'en fait,
il faut garder toujours un équilibre et un écosystème qui puisse te motiver. Parce que le risque de beaucoup d'entrepreneurs, et peu importe l'âge, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, c'est de dire vas-y, je vais tout lâcher pour lancer cette activité. Pour moi, c'est une erreur. Parce qu'en fait, si j'avais lâché mes études, même si ça commençait à me saouler, si j'avais lâché mes études pour juste me lancer dans l'entrepreneuriat, toute ma pression aurait été sur l'entrepreneuriat. Toute ma pression. Alors que le fait d'avoir des fois un petit bagage derrière et de se dire, écoute, non, je garde mon écosystème, mais je crée autre chose. Oui, ça va me demander plus d'énergie. Oui, ça va me demander de me décupler et peut-être de faire certains sacrifices familiaux et peut-être certains sacrifices de sortie d'amis. Mais par contre, je préfère mettre cette énergie-là, tenter, et dès que ça marchera, j'arrêterai mes études. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai validé 1 année de licence et ensuite j'ai arrêté mes études pour lancer Sunny Management quand j'ai vu que j'avais déjà au moins 3-4 000 euros de bénéfices. Et maintenant que tu es lancé depuis quelques années, c'est quoi qui te motive? C'est quoi les valeurs que tu prônes? Alors, il s'est passé beaucoup de choses sur ces 5 ans d'activité. Aujourd'hui, j'ai pris pas mal en maturité. J'ai pris beaucoup de claques. J'ai pris pas mal en maturité parce que de mes 22 ans quand j'ai commencé mes 22 ans à mes 25 ans, la société elle a évolué à une vitesse grand V, Oui, à une vitesse très grand V. On peut parler chiffres rapidement. Oui, Première année, je fais 400 000 euros de chiffre d'affaires à 3, avec une belle rentabilité. Deuxième année, je fais 1 300 000 euros de chiffre d'affaires. Troisième année, je fais 2 700 000 euros de chiffre d'affaires. Quatrième et cinquième année, je maintiens à peu près les mêmes années que ma troisième année. Donc voilà, on s'est établi sur une société qui évolue sans cesse depuis 5 ans. Mais moi, quand j'avais 23 ans, quand à 23 ans, je fais 1 380 000 euros de bénéfices, de chiffre d'affaires. Quand je fais 1 380 000 euros de chiffre d'affaires et que je me retrouve face à ça, et que je vois mes bénéfices, que je vois tout ça, je me dis, purée, j'ai l'impression d'être le roi du monde. Et en fait, j'ai l'impression que je vais devenir multimillionnaire très rapidement. J'ai l'impression que je vais être le futur Bill Gates. Et en fait, rapidement, c'est là où il faut réussir à gérer ses émotions, où tu te dis, purée, attends, je commence à avoir du succès, je suis super jeune, je peux m'acheter la voiture que je veux, je peux faire ça, etc. Mais il faut garder les pieds sur terre pour rendre son activité pérenne. Et en fait, pendant ces 5 premières années, j'ai énormément appris, j'ai fait des erreurs, j'ai dépensé dans des mauvais endroits, puis j'ai dépensé dans des bons endroits, puis je me suis un peu trop flatté mon ego à croire que j'étais le top entrepreneur de France, le plus jeune, le top, etc., le plus beau. Et en fait, je me suis pris quelques claques. Et en fait, aujourd'hui, j'ai tout ce recul où j'ai envie justement de construire une boîte qui est de plus en plus saine, que j'ai envie de travailler avec des gens avec qui je me sens bien. Évidemment, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais j'ai envie d'avancer dans cette stratégie-là pour arriver à mes 30 ans et avoir vraiment cette boîte-là où quand j'arrive tous les matins, je suis content d'aller au travail, j'ai un bon équilibre, j'ai des bons clients. Et donc là, je commence à sélectionner de plus en plus et surtout à optimiser mon temps. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ta plus grosse erreur que tu as faite dans ton parcours entrepreneurial? Ma plus grosse erreur que j'ai faite. Celle qui est la plus commune d'après toi? Alors, la plus quoi? La plus commune des entrepreneurs qui sont jeunes. Ok. Je pense que ma plus grosse erreur que j'ai faite, et je l'ai faite une seule fois, c'est un petit secret, mais je n'ai pas de souci à le dire parce qu'elle m'a permis d'évoluer. J'ai pas respecté une commission que je devais prendre sur mes premières collaborations. J'avais une collaboration et au lieu de prendre le pourcentage défini que j'avais ciblé, j'ai pris un petit peu plus. J'ai pris 10% de plus. Et en fait, ça m'a apporté tellement de problèmes et en fait un manque de confiance, sachant que moi, tout ce que je prône, c'est la transparence. Et en fait, c'est l'appât du gain qui, justement, parfois, peut te faire prendre des mauvaises décisions. Et en fait, l'objectif, c'est soit tu dis je fais du court terme et j'essaye de manger un maximum, soit tu dis je fais du long terme. Et si tu veux faire du long terme, on est obligé de jouer la carte de la transparence, de structurer sa société, de structurer des marges précises. Moi, c'était le début de l'influence.
pour moi, il n'y avait pas de règle. C'était, tiens, si j'avais un deal, je pouvais faire ça, etc. Et rapidement, dès le départ, Tu te fais rattraper. ouais, rapidement, je me suis fait rattraper parce qu'en fait, c'est ton image qui prend un coup. C'est la confiance que tu perds d'une personne avec qui tu travailles ou d'un client. Et en fait, ça a été la plus grosse erreur. Et à partir de là, je me suis promis que plus jamais je ferai cette erreur. Donc, pour toi, les valeurs, c'est ce qui te permet de rester dans la longueur, c'est ça? Je pense que sur le long terme, parce que moi, je lis deux choses en même temps. Je lis à la fois la réussite et à la fois le bonheur. Il y a beaucoup d'enfoirés qui ont une énorme réussite dans ce monde. Et je l'ai vu parce que j'ai grimpé à une échelle sociale aujourd'hui qui n'est pas non plus la plus haute, mais qui est quand même assez haute socialement, qui est même très très haute socialement. Et en fait, je rencontre des entrepreneurs qui sont énormes aujourd'hui, que j'admirais à l'époque. Certains sont vraiment admirables, mais d'autres sont vraiment des profonds. T'as été déçu. Vraiment très déçus. En fait, tu vois certaines choses et c'est là où tu dis, en fait, on est tous des êtres humains, peu importe les Je veux dire que c'est humainement, tu as été déçu par rapport à des gens que tu admirais, que tu les as rencontrés et tu t'es dit, là, c'est pas terrible. Totalement. Et en fait, ça, c'est une des premières choses que m'a appris le succès. C'est qu'en fait, quand tu montes socialement, tu as exactement les mêmes problèmes que quand moi j'ai été étudiant ou que quand j'ai commencé à travailler. Et ensuite, en fait, tu vois juste que les problèmes sont plus gros. La chute est plus grande. Ouais, tu multiplies les problèmes, amplifié, en fait. En fait, tu les multiplies. Mais en réalité, tu les gères de la même manière. Ça me fait pas plus mal aujourd'hui, les problèmes que j'ai aujourd'hui et les problèmes que j'ai avant. Et les réussites également que j'ai aujourd'hui, elles me font pas plus plaisir que les réussites que j'avais avant. Par contre, j'ai quand même énormément de gratitude parce que j'ai l'impression d'avancer à la fois en étant toujours un mec de 27 ans qui là aurait qui serait peut-être en train de galérer à trouver un travail à la fin de ses études, etc. J'ai l'impression d'être cette personne-là tous les jours. Et en même temps, je vois mon entreprise et je vois les gens qui travaillent avec moi et je vois le succès qu'on a aujourd'hui. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Donc j'ai un degré de gratitude qui est gigantesque et ça me rend super heureux. Mais comment tu fais pour gérer aujourd'hui donc, ta vie privée, ta vie pro? Comment tu fais pour justement que ce soit un équilibre? Alors, pour moi, au début, justement, je mélangeais beaucoup ma vie pro et ma vie perso. Et ça, c'est aussi un des premiers risques, justement, de l'entrepreneuriat, quand on lance son activité ou même quand on lance sur un travail à responsabilité sans forcément être entrepreneur. C'est qu'en fait, des fois, notre travail est un peu nous. Et en fait, quand on se prend une critique dans notre travail, on a l'impression qu'on nous critique nous. Ça a été une grosse douleur que j'ai eue, en effet, tu fais bien d'aborder ce sujet. C'est qu'au début, quand on me critiquait moi, quand on critiquait mon entreprise, j'avais l'impression de prendre la réflexion pour moi. Ouais. Et en fait, après, au bout d'un moment, plus ta société grandit, T'as pris du recul. soit tu fais un burn-out, parce que en fait, tu t'en prends tellement dans la tronche et il y aura des erreurs forcément toutes les semaines et des problèmes toutes les semaines. Avoir une société, c'est régler des problèmes tout le temps également. Et en fait, soit du coup, tu n'arrives pas à tenir la pression, soit en fait, au bout d'un moment, tu dissocies et tu dis, écoute, ma société, c'est ma société. Je coupe mes émotions, je prends du plaisir sur ma société, mais dès que je suis chez moi, je suis chez moi. Mais là, tu parles effectivement encore de ta boîte, mais la question vraiment, c'est comment toi tu fais pour te ressourcer et pour pas justement tomber dans un excès de travail ou dans un excès. Est-ce que tu arrives encore à faire du sport? Est-ce que tu arrives à encore voyager, de prendre des vacances? Bien sûr. Moi, déjà, il faut savoir que là, maintenant, j'ai stoppé parce que j'ai un objectif de croissance chez Sony, mais sur mes 4 premières années, j'ai été quasiment 4-5 mois de l'année au Brésil et le reste ici en France. Et pendant 4-5 mois, je développais d'autres activités au Brésil. Et pendant que j'étais au Brésil, ma société continuait de croître alors que j'ai 100% des parts de ma société et mes équipes continuaient de travailler énormément. Donc moi, je suis quelqu'un qui arrive à gérer tout mon temps. Aujourd'hui, c'est vrai que je passe énormément de temps dans ma société et c'est une passion, moi, le travail. J'adore travailler, j'y prends du plaisir. C'est-à-dire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a plein de choses qui me saoulent également, que je dois faire, plein de missions, etc., qui sont un peu chiantes. Mais dans ce que je fais aujourd'hui, je prends énormément de plaisir. Et le fait d'être encore jeune aussi me permet de pouvoir faire encore des erreurs. J'ai pas d'énormes responsabilités comme des enfants, même si c'est un objectif à court terme à gérer, parce que ça, c'est également une autre société à gérer, mais une société personnelle, quand on a une famille à gérer, forcément, c'est autre chose. Donc moi, j'ai la chance encore aujourd'hui de ne pas avoir ces situations. Donc je me dis, j'ai 27 ans, c'est le moment de prendre des risques et voilà, tout simplement. Moi, j'ai une question parce que c'est très beau ce que tu dis. C'est que
même quand tu n'es pas là, ta boîte continue de grandir. Et je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat, on se lance, on commence à grandir. Au départ, on a peur de déléguer, mais surtout, on a parfois l'impression que le fait d'avoir plus de monde, ça nous rajoute du travail parce qu'il faut surveiller, etc. Comment est-ce que tu as fait pour structurer ta boîte, pour t'entourer de personnes qui travaillent aussi bien quand tu es là que quand tu n'es pas là? Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Enfin, comment ça se passe? En fait, justement, on rencontre cette difficulté de déléguer parce qu'on se dit tout le temps, on se dit tout le temps, moi je le fais très bien, si je le passe à une autre personne, je sais que ça ne sera pas forcément aussi bien fait. Et en fait, il faut laisser, moi je laisse place à de l'autonomie à tous mes salariés. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on travaille avec des êtres humains et beaucoup d'êtres humains aujourd'hui ont des ambitions. Tout le monde a des ambitions. Et parfois, on a tendance en tant qu'entrepreneur à oublier, on veut mettre notre salarié dans une case, alors que même la personne qui a 19 ans, parfois, elle rêve de grandes choses. Et en fait, moi, ce que je donne à chaque fois, quand je fais un entretien, je leur dis, quelles sont tes ambitions? Je recrute que des gens qui ont des grosses ambitions. Et c'est là où certains entrepreneurs se disent, mais en fait, moi, je ne veux pas quelqu'un qui a des trop grosses ambitions, parce qu'en fait, ça peut me nuire à moi par la suite et il peut se casser. Mais le temps qui sera là, il va tellement faire évoluer ta société que ça vaut le coup de prendre le risque. Mais oui, parfois, quand ils partent, en effet, ça peut être un risque. Mais moi, je prends des personnes qui sont ambitieuses parce qu'elles ont envie de grandir. Et je leur donne également, si elles ont ces ambitions-là et elles ont envie de grandir, je leur donne également des primes et on va dire des commissions sur le business qu'elles peuvent apporter à la société. Donc moi, aujourd'hui, mes salariés sont très commissionnés en fonction de leurs ambitions. C'est-à-dire que j'écoute tout le monde, je dis, quelle est toi ton ambition? Moi, mon but, c'est d'un jour devenir responsable du pôle. Ouais, j'ai 20 ans, mais c'est ça mon but. Je dis, écoute, moi, quand j'avais 20 ans, mon but, c'est de monter cette société. Aujourd'hui, je l'ai montée. Donc, si ton but, c'est ça, montons ce truc-là, avançons, je te mets les outils en main et on avance progressivement. Ils sont en autonomie ou ils sont en remote? Ils sont en présentiel? Comment ça marche? Ils sont tous en présentiel. Tous en présentiel? Ouais, j'ai 15 personnes aujourd'hui en présentiel. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais donner justement à des gens qui voudraient entreprendre ou qui entreprennent déjà, mais qui voudraient justement faire évoluer leur entreprise ou s'inspirer de ce que tu dis? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est juste de se lancer et de ne pas regarder, de pas forcément regarder sa situation sociale. C'est-à-dire juste de dire, se lancer, peu importe le réseau qu'on a aujourd'hui, peu importe les croyances limitantes qu'on peut avoir, peu importe ce que les gens disent autour de nous, si on a vraiment envie de se lancer, il faut tenter sans sortir de son équilibre. C'est-à-dire conserver ce qui nous fait qu'on se sente bien, mais juste se bouger et aller chercher cette autre chose en même temps. Et en fait, faire des tests, garder son équilibre. Parfois, il faut faire certains sacrifices, mais faire des tests. Aller faire un test pour tenter ce truc-là, aller faire un test pour tenter ce truc-là, aller faire un test pour se lever tous les jours et faire du sport et voir si ça nous plaît, aller faire un test pour ça. Et ensuite, petit à petit, on va trouver notre voie. Mais le fait de rester que dans son équilibre, à ne pas avancer, à ne pas se lancer, c'est juste de la perte de temps. Parce qu'au pire des cas, tu retombes sur le sol. Donc, il ne faut pas avoir peur de cet échec-là, parce que c'est peut-être un échec, 2 échecs, 3 échecs. Si le 4e fonctionne, tu changes ta vie. C'est sortir de sa zone de confort, comme on dit souvent. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et changer un petit peu, ne pas rester dans des rêveries, mais passer à l'action, quoi. Exactement. Ouais. Franchement, je pense que c'est ça. Moi, ce qui me définit, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la sensation de pouvoir arriver à tout ce dont j'ai envie. Et en fait, ça gêne aussi. C'est en quelque sorte, on peut se dire, putain, mais le mec, il est trop prétentieux. Il se prend pour qui à pouvoir tout réussir? Mais c'est cette confiance-là. Pour moi, c'est presque fou, mais c'est presque mathématique, la réussite. Dans le sens où, quand je faisais du judo, j'ai gagné à 14 ans ma première Coupe de France. Je m'entraînais comme un malade. Le lendemain, je me réveille, je me réentraîne pour gagner ma Coupe de France. Après, c'est l'année d'après. J'ai perdu. J'ai gagné en 2011. J'ai perdu en 2012. Je me suis entraîné toute une année. Et je n'étais pas payé. Je me suis entraîné toute une année. J'avais 14-15 ans. Je m'entraîne et j'ai perdu. Je fais ma Coupe de France, je la perds. Je fais le championnat de France, je les perds. Je me relève le lendemain matin. Je me dis, allez hop, c'est reparti pour une année. Je vais réessayer. Je repère en 2013. Je me relève encore une fois. Je me dis, c'est pas grave, je vais persister parce que je vois que j'ai quand même une chance. J'arrive 7e. Attends, ça fait 3 ans. Je gagne en 2011, 2012, 2013, 2014, je perds.
C'est dur, ça. Et tu te dis, je ne suis pas payé, mais moi, j'avais 15-16 ans, et tu te dis, mais je vais quand même me relever et continuer, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend derrière. Et peu importe, je ne savais pas, pour moi, c'était ma victoire de judo. Mais le fait de courir vers un objectif nous ramène d'autres opportunités. Et j'ai continué, et 5 ans après, je regagne cette Coupe de France en étant junior. Donc, ce qui te motive et ce qui te guide, c'est finalement les objectifs. C'est une vision très claire de ce que tu veux. Exactement. C'est aller vers des objectifs en se donnant les moyens. Accepter l'échec, mais en essayant d'avancer. Et ensuite, des victoires arriveront. Parce que moi, mon objectif, c'était d'être champion olympique. Depuis que je suis petit, j'ai ça en tête. Mais j'en étais loin, finalement. J'en ai été loin. Mais sauf qu'en fait, en courant vers cet objectif, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, dans ce milieu, qui m'ont dit, ah bah tiens, lance-toi dans le mannequinat finalement. J'ai mis cette même énergie dans le mannequinat en avançant et j'ai vu que c'était plus simple finalement pour moi. Peut-être cette voie était plus simple que le judo finalement pour moi. Ça m'a permis d'accéder, j'ai été Mister France 1 an après que je me lance dans le mannequinat. Alors, c'est pas l'objectif ultime, mais ça m'a quand même dit, putain, attends, j'ai été il y a 1 an, mon but, c'était d'être champion olympique. Là, je continue de courir vers ce truc-là. Et boum, j'ai la vie qui me donne ça. Pourquoi ? Parce qu'on court derrière des objectifs et on s'habitue à toujours avancer. Et en fait, on va voir des opportunités. Et parfois, l'objectif qu'on a aujourd'hui, juste le fait d'être dessus et d'avancer, la vie fera en sorte que le bon plan pour toi, l'objectif donc que tu as réellement besoin, arrivera. Mais pour ça, il faut avancer déjà vers un premier objectif. Et je m'en suis rendu compte, parce qu'ensuite, j'ai couru vers Mister France, j'ai été à fond dans le mannequinat. Et pourtant, oui, j'ai confiance en moi, je me sens beau gosse, etc. Mais par contre, je sais qu'il y a des mecs qui sont beaucoup plus beaux que moi. Et à Mister France, il y avait des mecs qui étaient beaucoup plus beaux que moi. Mais cette assurance, le fait de vouloir foncer, d'avancer constamment, m'a permis de gagner Mister France. Et ensuite, j'ai rencontré du monde. Mais moi, Mister France, en réalité, c'était pas la top visibilité, parce que ça pouvait être un peu connoté télé-réalité, un peu connoté tout ça. Je ne critique pas Et la le télé-réalité. soufflet s'est arrêté au bout de combien de temps alors ? Parce que finalement, ça a très bien monté, tu sais, la notoriété a très bien fonctionné. Et du coup, ça s'est éteint au bout de combien de temps, cette notoriété de Mister France ? Ça a duré à peu près 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi, mais c'est une toute petite notoriété. Et en fait, là, ensuite, quand ça s'est terminé, moi, j'ai eu un cran en disant, purée, j'étais à fond dans ma carrière de judo, ça se passait bien. J'étais dans le mannequinat, j'ai l'impression que ça se passait bien. Je rencontrais des gens, etc. Beaucoup de superficialité également. Mais ça me plaisait à 19-20 ans. Ça nous plaît, cette superficialité, de faire un plateau télé, faire tout ça, etc. Et ne pas forcément savoir bien utiliser tous ces contacts, mais je les gardais en tout cas, ces contacts. Et ensuite, j'ai eu un creux au bout d'1 an et demi après. Et c'est là où j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que je fais ? J'étais en auto-entreprise, j'avais moins de contrats de mannequinat. J'ai essayé de mettre en relation certains influenceurs, etc. Et c'est là, en fait, au bout d'un moment, où j'ai continué dans ce sens-là. Et ensuite, j'ai vu un business, j'ai commencé à le reproduire de plus en plus et j'ai monté ça. Tout à l'heure, tu disais que pour toi, la réussite, elle est mathématique. Donc, est-ce que tu peux nous donner ton équation ? Là, on parle à d'autres personnes qui te regardent et disent « Waouh, c'est trop beau. Mais comment est-ce que je vais faire pour devenir comme Eloy ?» Qu'est-ce que tu leur donnerais comme équation ? Alors, déjà, le but, c'est pas de devenir comme façon de parler, Eloy, mais pour dire, pour eux aussi... réussir les inspirer, dans, en fait, c'est dans comment arriver à les inspirer, l'entrepreneuriat, etc. C'est quoi la formule d'après toi ? Moi, je pense que le secret de tout, c'est la discipline et la constance. Comme je le disais lors du début de ce podcast, je ne suis pas le mec le plus intelligent du monde. Je suis juste mathématique dans ma manière de faire les choses. C'est-à-dire que si j'ai tel objectif, tous les jours, je vais faire un effort qui me permet d'atteindre cet objectif. Par exemple, j'ai envie d'être en forme, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'avoir mes tablettes, j'ai envie d'être bien et de me sentir fort. Tous les jours, je vais à la salle de sport ou tous les jours, je m'entraîne. Et j'ai ce résultat. Je l'ai. Et c'est mathématique. C'est pas oui, non, non. Va à la salle de sport tous les jours, même si tu manges, tu fais quelques écarts, c'est certain, tu auras ce résultat. C'est mathématique. Tu veux te lancer dans une activité, tu veux par exemple te lancer, t'es fort dans le maquillage. Commence à maquiller une personne, mets dans un premier temps des tarifs qui sont en dessous de ceux du marché, et même si tu ne gagnes pas d'argent, et même si ça te coûte un petit peu, mets tes tarifs bas pour faire connaître ton travail,
Donc, par exemple, le maquillage coûterait 100 euros, bah, tu le vends 20 euros. Ah ouais, mais moi, mon matériel, il coûte. Ben non, dans un premier temps, tu n'as pas ce choix. Donc, mets-le moins cher. Fais-toi connaître en faisant ces prestations autour de toi qui sont moins chères. Si ton travail est bon, les gens vont te rappeler. Bah, essaye de performer dans ton travail. Donc, juste avancer de manière mathématique, être discipliné, tous les jours faire un effort pour atteindre cet objectif. Mais réellement le faire, c'est-à-dire que chaque jour se poser la question, est-ce que j'ai fait cet effort pour atteindre mon objectif ? Et des fois, juste le fait de penser n'est pas suffisant. Il faut être dans l'action. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui suis dans l'action. Je ne suis pas dans la pensée, j'agis. Si demain, j'ai envie d'être champion de rugby, et demain matin, je vais aller dans un stade, je vais aller essayer de m'inscrire, je vais aller regarder une personne, je vais me dire qu'est-ce qu'il y a besoin, il faut être bon en course, faites ça, j'irai courir, je ferai ça et je trouverai un temps dans ma journée tous les jours pour m'entraîner et pour dans quelques années être champion de rugby. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « c'est trop dur, j'y arriverai pas, oui, mais il y a tout ça à faire ». Comment est-ce que qu'est-ce que tu répondrais à ce jeune, je sais pas moi, de 18 ans ou de 20 ans, qui regarde à la montagne de choses à faire, alors que c'est possible? Je dirais que j'en ai discuté, je l'ai posté d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, mais en fait, aujourd'hui, par exemple, si ton objectif, c'est juste d'être en meilleure santé, de te sentir mieux dans ta peau, c'est beaucoup plus dur de mal se sentir dans sa peau que de faire l'effort tous les jours d'aller à la salle de sport. Et en fait, il faut comparer l'effort au résultat. Et en fait, quand tu compares le résultat de mal te sentir dans ta peau, je vous le dis, moi, je fais l'effort tous les jours et je me suis déjà senti mal dans ma peau. Je fais l'effort tous les jours d'aller à la salle de sport, pas parce que je suis un boss et j'ai une discipline, parce que j'ai peur d'avoir ce sentiment. Et les personnes, moi, qui m'impressionnent le plus, ce ne sont pas les personnes comme moi qui vont à la salle de sport tous les jours par cette discipline. Ce sont les personnes qui arrivent à rester dans cette situation et qui, dans leur tête, ont envie de changer. Si elles n'ont pas envie de changer, c'est leur choix. Mais dans leur tête, ont envie de changer. Et je dirais juste que l'effort d'aller à la salle de sport tous les jours est beaucoup plus facile que de mal se sentir dans sa peau. Et de la même manière, l'effort de se lancer dans son activité ou d'aller choisir un travail qu'on aime ou de son objectif, c'est d'être salarié dans cette société, l'effort d'aller chercher ce poste-là ou ce statut social-là est beaucoup plus facile que d'être malheureux dans sa situation actuelle. Donc en réalité, je choisis la facilité. Je choisis cette facilité par la discipline. Et en fait, je me discipline parce que ma peur de me retrouver dans une situation inconfortable fait que je me lève tous les matins pour le faire. Parce qu'en réalité, et je le dis avec sûreté, une personne qui ne se sent pas bien dans sa peau, une personne qui ne se sent pas bien dans sa situation sociale, se sent beaucoup moins bien que moi quand je me lève tous les matins pour aller à la salle de sport et faire cet effort-là. Quand je suis en train de soulever une barre, c'est dur, mais quand derrière, je me dis, bon, voilà, je me sens bien. En fait, quand tu compares l'effort au résultat, tu te rends compte qu'en fait, je suis en train de choisir la facilité. Donc en réalité, le conseil que je donnerais aujourd'hui à ces personnes-là, c'est qu'elles sont en train de choisir ce qui est plus dur pour elles. Alors qu'il y a quelque chose de plus facile qui les attend, juste en ayant une discipline et en y allant de manière progressive, pas la peine de tout faire d'un coup. Tu dis souvent, tu parles souvent de gratitude, et c'est quelque chose qui n'est pas très commun. C'est que souvent, on voit des personnes qui vivent la belle vie. Ouais, j'ai tout ça, et elles ne sont pas forcément dans cette optique. Mais moi, je t'entends souvent, tout le temps, gratitude. Pourquoi ? Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Et ça vient d'où, cette façon de voir les choses, de penser ? En fait, j'ai la sensation... Comment j'arrive à avoir toute cette gratitude ? J'ai la sensation, tous les jours, quand je me lève le matin, et c'est réel, j'ai la sensation d'être deux personnes, tous les jours. J'ai la sensation d'être moi, actuellement, assis sur cette chaise, et en ce moment même, j'ai la sensation qu'il y a un autre mec sur une chaise qui est moi aussi, mais qui est sur une chaise roulante, qui est pas bien, qui est aveugle, qui n'a pas atteint ses objectifs, qui n'a pas eu la chance de naître dans une bonne condition sociale ou dans un bon pays
comme la France, malgré tout ce qu'on critique comme la France, dans un pays socialement qui est avancé, j'ai la sensation d'être cette personne-là qui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, qui n'a pas pu étudier parce qu'il n'a pas eu les moyens, qui n'a pas pu travailler, qui ne peut même pas se lever pour aller travailler et qui est allongé tous les jours dans un lit aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette situation, c'est la situation de mon grand-père qui est dans cette situation-là. Mais je regarde ça, je me vois tous les jours et ensuite, cette personne-là demande au bon Dieu ou demande à la vie, putain, donnez-moi une chance de pouvoir recommencer. Et j'ai l'impression, tous les jours, d'être cette personne-là. Et je me regarde et je me dis, putain, j'y crois pas. Quand je me lève le matin, je me dis, putain, je suis debout. Putain, je vois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la chance de travailler. Ah, j'ai des parents qui m'aiment. Ah, j'ai des amis. Oui, j'ai mes galères. J'ai plein de galères, j'ai plein de trucs. J'ai plein de souffrances. J'en ai plein aussi. Mais finalement, je me rends compte que je vais bien, que je suis en bonne santé, que j'ai tous les jours une nouvelle opportunité d'aller conquérir quelque chose. Mais cette positive attitude devient aussi du sport, devient aussi de la discipline justement du judo. J'imagine que ça t'a beaucoup aidé. Ça m'a également aidé, ouais. Je sais pas si ça m'a donné de la gratitude, mais la discipline vient du sport, mais la gratitude vient vraiment de ça, de fait de se dire j'ai de la chance. Et tous les jours pour moi, c'est une nouvelle opportunité. C'est ce que je dis toujours, tant que j'aurai la santé, j'atteindrai l'intégralité de mes objectifs, j'en suis certain. Donc, c'est pas une histoire d'avoir une vie parfaite, c'est de voir le verre à moitié rempli qui te donne de la force d'avancer. C'est de se rendre compte de la chance qu'on a juste d'être en bonne santé, de se rendre compte de la chance qu'on a juste d'être né dans un bon pays, de se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir des personnes qui nous aiment autour de nous, même si notre enfance a pu être difficile, même si elle a pu être bien. Si par exemple, on a eu une bonne enfance, et ben ça, c'est le plus grand luxe d'une fille. Pour moi, être fils à papa, fils à maman, c'est pas que tes parents soient riches et te donnent tout. C'est que tes parents t'aiment et soient présents pour toi. Moi, personnellement, j'ai eu cette chance-là. Et ben, je peux te dire et je peux vous dire que ça m'a donné ma plus grande force et ce qui fait aujourd'hui que j'ai un bon équilibre. Et moi, les personnes que j'admire encore plus, ce sont les personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents aimants avec eux ou une bonne éducation derrière et qui se sont fait tout seuls. C'est-à-dire que quand ils sortaient, les premières défaites que tu prends sont à l'extérieur de chez toi. Donc quand tu as 4-5 ans, c'est tes premières défaites. Tu as ton premier amoureux, ta première amoureuse qui ne t'aime pas, qui te critique. Ensuite, tu as plein de choses, tu as des insultes, tu as tout ça, tu grandis. Mais si en sortant, tu prends tes premiers échecs et en rentrant chez toi, t'en ramasses à nouveau, comment fait un enfant pour justement avoir une confiance en soi? Comment ces personnes, elles font? Je trouve ça impressionnant. Et donc, en fait, moi, la différence, c'est que j'avais ces échecs parce qu'on les a tous, c'est la vie, on les a tous en sortant. J'avais des bonnes choses, mais j'avais des échecs. Mais tous les jours, en rentrant chez moi, j'avais une famille qui m'aimait et qui me disait « Ah bah, t'es le meilleur, t'es le plus fort, etc. » Donc, je ressortais tous les jours fort. Ça, pour moi, c'est aussi une des raisons de ma réussite. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite par rapport à tout ça? Moi, pour la suite, il faut me souhaiter juste la santé. C'est tout. La santé toujours. Et après, mon objectif, évidemment, c'est d'essayer de devenir une des top agences, la meilleure agence de marketing d'influence en France. Et là, j'ai ouvert au Brésil et continuer ça, tout simplement. Ouais, moi, c'est ça que je voulais te demander. Ça t'arrivera pas tout de suite, mais quand tu mourras, tu veux qu'on se souvienne de toi comme quoi, comme qui? Qu'est-ce que tu veux léguer sur cette terre? Je veux qu'on se souvienne d'une personne heureuse, bienveillante et généreuse. Voilà, c'est ce dont j'ai envie qu'on se souvienne. Mais en réalité, j'ai juste envie que ma famille se souvienne de ça, que mes proches. J'ai pas forcément... j'ai cette volonté de faire changer les choses dans l'avenir, d'aider. J'ai certaines idées que j'évoquerai par la suite. J'aimerais bien créer un média dans l'avenir, un média positif qui met en avant justement les personnes qu'on pourrait dire banales et montrer leurs histoires de vie héroïques, parfois qui sont plus héroïques que celles qui sont médiatisées. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Mais j'ai pas forcément envie de me mettre la lumière toute sur moi, même si aujourd'hui ça peut être une stratégie marketing et c'est ce que je fais avec mes réseaux sociaux également. Mais d'un point de vue personnel, moi, ce que je veux, c'est juste avoir une famille aimante et qui se souvienne de moi comme une personne qui a créé de bons souvenirs avec les personnes qui l'aimaient, tout simplement. C'est très beau ce que tu dis. Et
ça montre que ta philosophie, elle n'est pas dans courir à tout va, mais que juste parce que tu te concentres sur bien gérer et voir le positif, c'est comme si ces autres choses arrivent dans ta vie de façon plus ou moins naturelle, quoi. Également, moi, je pense que si on est des bonnes personnes, si on a un bon fond, si on veut vraiment le bien, mais également qu'on a quand même un côté un peu malin, intelligent, parce qu'en fait, il faut avoir un pied dans sa réalité et un pied dans le monde actuel. Moi, ma réalité personnelle, elle est belle. Tout le monde s'aime. Voilà, ça, tout va bien. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ma réalité personnelle. Mais la réalité du monde, on est dans un monde un petit peu superficiel actuellement. Il y a quand même des belles choses, il y a des bonnes choses. On est dans un monde où à la fois il y a du bon, à la fois il y a énormément de choses étranges. On commence à valoriser de plus en plus le ridicule, etc. Donc voilà, il y a certains codes qui se sont mis. Et également, il y a certaines très bonnes choses qui sont venues. Mais donc du coup, moi, mon but, c'est d'avoir toujours un pied dans ma réalité, qui sont mes objectifs de vie, comment être heureux, et un pied dans ce monde-là. Et en fait, lier les deux pour justement avancer dans le truc. Tu parles de réalité, justement, tu fais du marketing d'influence avec Ouais. des influenceurs. Bon, on a beaucoup entendu parler des influenceurs ces derniers temps pour plein de raisons, parce que des jeunes garçons, des jeunes filles ou même des gens qui sont plus âgés rêvent de devenir influenceurs. Est-ce que justement tu as quelque chose à dire là-dessus? Parce qu'il y a il y a une législation qui va changer aussi par rapport à ça. Est-ce que ça c'est aussi quelque chose qui sont des freins ou des choses qui sont des points de friction? Comment c'est géré ça de ton côté? En fait, c'est ce que je dis toujours. C'est qu'il faut dissocier un petit peu. Moi, si je donne mon avis personnel sur tous les contenus que je vois, en effet, il y a des contenus, moi, qui ne m'intéressent pas forcément. Et il y a des contenus qui m'intéressent énormément. Donc après, tout dépend la niche, tout dépend si ça me concerne, si c'est mon public ou pas. Mais en fait, il faut voir le marketing d'influence et les influenceurs comme si ces personnes-là étaient des entrepreneurs qui détenaient une chaîne de télévision. Par exemple, je vais donner un exemple sur une chaîne comme on va dire C8. En fonction du programme, ils vont faire un programme. S'ils savent que c'est ce programme que les gens attendent, si c'est un programme un peu, on va dire, un programme un peu ludique, un programme où un peu on sort un petit peu des conneries dessus, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont juste mettre ça en avant parce qu'en fait, il y aura l'audience derrière. Et en fait, il y a toute une stratégie pour dire « Ah ouais, mais ce programme, il est débile. » Ouais, mais en attendant, c'est celui qui fait le plus de visibilité. Évidemment. Et c'est celui qu'on regarde. Et donc, c'est celui qui va vendre les pubs les plus chères. Et aujourd'hui, en fait, les influenceurs sont des entrepreneurs qui gèrent une communauté. C'est comme si... Et parfois, la visibilité qu'ils ont sur leur propre page est plus grande que celle de certaines chaînes de télévision. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est que parfois, on se dit « Ah ouais, non, mais en fait, le contenu, il peut paraître un peu à certains disent « Ah, le contenu, il est un peu débile, là, ce contenu, il ne m'intéresse pas, ce contenu comme ça. » Ouais, mais en réalité, ce contenu, il est en train de toucher un énorme public. Et la personne a toute une stratégie derrière pour maintenir cette audience. Et si elle fonctionne, ils essayent de maintenir cette audience. Maintenant, moi, ce que j'essaye de faire, c'est justement, moi, ce que je fais justement aujourd'hui, c'est que je me rapproche de talents qui sont nichés de plus en plus. J'essaye de me rapprocher, c'est ce que je disais en début de podcast, de personnes qui me ressemblent de plus en plus. Donc des personnes qui ont vraiment cette vision d'entrepreneuriat, des personnes qui ont vraiment envie de faire bouger les choses, des personnes qui ont vraiment envie d'avoir un contenu spécifique et niché. Donc ça, c'est l'objectif vers lequel on tend aujourd'hui, des personnes qui ont envie d'évoluer. Moi, je n'accompagne pas, par exemple, aujourd'hui d'influenceurs de télé-réalité. Ça ne m'intéresse pas, mais je ne les critique pas non plus. C'est un business model. Oui, c'est un business model qu'ils ont. Donc voilà, même si par contre, ce que je critique, c'est oui, les partenariats frauduleux, etc. Ça, je les critique complètement. Mais nous, notre business n'est pas du tout sur ça. Il y a le business télé-réalité et puis il y a le business influenceur, créateur de contenu YouTube, Instagram, etc. Et est-ce que tu aurais 3 tips à donner pour des gens qui voudraient influencer, créer justement une communauté parce qu'on se pose toujours la question, sur quelle plateforme, etc., quel canal se décider d'aller. Mais quand on se décide d'aller, par exemple, sur un canal, si on prend l'exemple d'Instagram, quelles sont les 3 astuces principaux que tu pourrais donner là comme ça? Je pense que la première astuce, c'est tout simplement de trouver une niche vers laquelle se lancer. Une niche qui parle un petit peu à tout le monde. Le but, c'est toucher quand même une audience. Après, si par contre,
On a vraiment une spécificité, pourquoi pas se lancer, mais déjà regarder si c'est quelque chose qui intéresse du monde. Parce que si c'est quelque chose de trop niché, bah, ça va intéresser un petit public. Donc tout dépend de l'objectif. Ensuite, je dirais le réseau social, il faut se lancer sur TikTok. Parce que TikTok, c'est le réseau aujourd'hui qui permet de pouvoir croître le plus rapidement sans forcément déjà avoir une communauté. Donc TikTok, c'est intéressant et avoir justement de la régularité et surtout suivre les tendances qui se font. Adapter son business ou adapter sa niche aux tendances. Aujourd'hui, il y a des trends sur TikTok qui passent tout le temps. Si vous répétez les trends, au bout d'un moment, il y a peut-être une trend qui peut marcher tout en essayant d'adapter ce que vous souhaitez mettre en avant. Et à partir de ça, pour moi, il y a les contenus buzz qui permettent d'avoir de la visibilité. Et ensuite, une fois que vous faites le buzz, derrière, postez un contenu plus niché qui montre justement le travail que vous Et effectuez. peu importe l'activité, parce que là tu parles de TikTok, mais on parle souvent aussi, est-ce que mon activité est adaptée par exemple au TikTok? Parce que souvent, ce qui est dit, on entend, c'est pour un les média jeunes. assez jeune. Voilà, est-ce que c'est adapté à toutes les activités? C'est adapté à toutes les activités. Aujourd'hui, je conseille à toutes les activités de se lancer sur les réseaux sociaux. Ça peut faire exploser des business. Moi, aujourd'hui, par exemple, je fais que du B2B. C'est-à-dire que je travaille qu'avec des sociétés, des marques, etc. Je suis ultra actif sur TikTok. Et pourtant, si on regarde le contenu que je fais sur TikTok, c'est plutôt du contenu assez ludique où je montre un petit peu comment se passe un petit peu l'ambiance au sein de l'entreprise. Parfois, ça m'arrive aussi de faire des blagues, etc., de danser tout sur mes réseaux sociaux. Mais en fait, ça, on ne se rend pas compte. Derrière, j'adapte évidemment une stratégie pour justement que ça parle, qu'on puisse faire voir mon agence également. TikTok est ce réseau social où justement ça permet d'être un peu plus ludique. Contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont plus de 35 ans qui sont sur TikTok. Donc il y a une vraie cible aujourd'hui. Moi, tous mes clients me parlent des TikTok qu'on fait aujourd'hui. On est suivi par plus de 150 000 personnes. Et derrière, quand j'envoie justement des pubs pour justement mettre en avant mes offres en community management, j'ai énormément de personnes qui me contactent. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr, mais je me demande si ce n'est pas comme ça que nous, on a travaillé ensemble la première fois. Si tu n'avais pas vu une vidéo sur TikTok tournée, que tu m'avais contacté. Non, en fait, moi, c'était sur Instagram. Bah voilà. Ouais, Bon, c'était c'était sur Instagram, du coup. Moi, j'ai une dernière question pour les entrepreneurs. C'est une question en deux. Est-ce que tu peux nous parler de comment, parce que quand même, tu t'es niché avec une clientèle haut de gamme, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à ce niveau-là? Ok. Pour arriver à attirer ce genre de clients? Alors, je pense que pour attirer des clients très quali, il faut déjà, avec ses clients initiaux, faire un super travail. C'est-à-dire mettre de l'investissement sur ses premiers clients en se disant « Ah, et si ce client était mon client idéal? Si ce client était la marque que je rêve ou le client que je souhaite le plus ?» Et ben en fait, le traiter de cette même manière-là. S'éduquer déjà professionnellement en travaillant avec nos clients qui parfois ne sont pas ceux qui payent le plus, qui parfois sont peut-être même des fois les plus relous, les plus demandeurs, etc. Mais quand on démarre, je pense qu'il faut mettre cette énergie-là parce qu'en fait, en montrant un très bon travail avec ce type de client, c'est notre CV derrière pour commencer à évoluer et gravir les échelons. Super. Et là, une dernière question, mais par rapport aux entrepreneurs en général. Est-ce que tu peux donner un conseil à quelqu'un qui est au début de son entreprise, qui a peur, qui hésite, qui se demande s'il est fait pour ça? Enfin, pour toi, quelle est la clé pour pouvoir avancer dans l'entrepreneuriat ou savoir même si on est en train de faire la bonne chose? Ok. J'ai pas une réponse spécifique. Je vais revenir vraiment sur ce que je disais. C'est vraiment se lancer, se discipliner, garder son équilibre et tester quelque chose. Le seul conseil que je peux donner, et que moi, c'est celui par lequel je suis passé, c'est juste s'entourer dès le départ de personnes compétentes. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, ce qui nous fait peur de se lancer, c'est juste on a l'idée, mais on ne se lance pas parce qu'on ne sait pas comment créer une société, parce qu'on ne sait pas gérer une comptabilité. Moi, je ne savais pas.
À 22 ans, gérer une comptabilité. Et en fait, la première chose dont tu as besoin quand tu crées une entreprise, c'est juste créer ton entreprise et avoir quand même quelqu'un qui gère un peu ta comptabilité. Si tu sais pas le faire, ne t'invente pas comptable parce que sinon, tu vas rentrer dans des galères. Et le truc, c'est qu'un expert comptable, moi, en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il y en avait pour 150 € par mois qui t'aidait à créer ton entreprise et qui, derrière, en plus, te gérait ta comptabilité. Hop, 150 € par mois, si tu crées une société, tout le monde les a. Sinon, tu ne te lances pas dans l'entrepreneuriat. Tu mets 750 € de côté et tu sais que tu as 4-5 mois qui sont payés déjà avec un comptable. Ça te permet, tu as mis 800 €, c'est ton investissement pour avoir un comptable qui te gère toutes tes petites factures si tu as des trucs, etc. Il te gère ça et maintenant, il n'y a plus qu'à faire ton activité. Ah, mais comment on fait une facture ? Tiens, tu peux me dire comment on fait une facture, s'il te plaît ? Ah, on fait comme ça une facture, etc. Tiens, comment ça se passe ? Ah, non, tu as juste à le relancer pour qu'il fasse ton paiement. Et en fait, pour chaque activité qu'on lance, on a toujours l'impression qu'on a besoin, tout dépend de l'activité évidemment, on a toujours l'impression qu'on a besoin d'une tonne d'investissement. Mais en réalité, il faut juste s'intéresser, chercher, et au final, parfois, on se rend compte qu'on a des choses qui sont à notre portée de main, et on ne le fait pas juste parce qu'on a nos croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. En tout cas, c'est très intéressant. Merci pour ces indications et merci pour ton dynamisme. Et puis, on sent que il y a encore beaucoup de choses à faire par la suite. Cool. Une belle générosité dans tout ce que tu partages et on sent que ce que tu dis, tu le vis. Et c'est ce qui rend ce que tu dis très inspirant. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur pour la suite. Super. C'est maintenant fini pour ce podcast Survivre à l'échec. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker cette vidéo évidemment. Comme chaque semaine, vous retrouverez donc d'autres entrepreneurs aussi inspirants qu'Eloy. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye guys. À bientôt. Ciao, ciao.